Alors, je vais continuer un petit peu sur la psychose, parce qu'il y en a vraiment beaucoup à dire sur ce sujet. Et puisque j'étais dans la critique de la notion de psychose ordinaire de Jacques-Alain Miller dans la dernière vidéo, je vais poursuivre sur l'expérience de Rosenhan. Expérience dont j'ai entendu parler longtemps après mes études, et parce que j'ai cherché moi-même, parce qu'on n'en parle jamais nulle part, hein, ni dans les universités, ni dans les écoles. Bon, mais peut-être, je ne suis pas partout, peut-être qu'il y a des gens qui en ont parlé. Rosenhan était un psychiatre américain et qui a fait une expérience tout à fait intéressante, qui est la suivante. Lui et 7 personnes se sont présentés dans divers hôpitaux psychiatriques américains, hôpitaux et cliniques privées. Ils ont fait un panel aussi large que possible de façon à tester autant un hôpital de banlieue délabré qu'une clinique privée luxueuse et formidable. Et ils ont demandé à se faire admettre dans ces hôpitaux et cliniques en disant qu'ils entendaient des voix. Hein, ils s'étaient mis d'accord ensemble pour dire tous exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils entendaient des voix, les voix qui disaient « empty », vide, « hollow », creux, et « thud », ce qui signifie bruit sourd. Voilà, c'est tout. Et ils avaient répertorié ces 3 mots, parce que justement, ils avaient largement étudié les publications psychiatriques, et ils avaient remarqué que ces mots-là n'étaient jamais répertoriés comme étant de l'ordre de la psychose. Eh bien, ils ont tous été admis et diagnostiqués schizophrènes. Sauf ceux qui étaient admis en clinique privée, ils étaient diagnostiqués maniaco-dépressifs. Pourquoi ? Eh bien parce que maniaco-dépressif est un diagnostic, paraît-il, plus optimiste que schizophrène. Donc en clinique privée, on tient à guérir les gens, donc on les affuble d'un diagnostic différent. C'est intéressant déjà de voir ça. Ensuite, c'est une fois admis, ils se sont comportés tout à fait normalement et ils donnaient dans tous les entretiens avec les médecins ou les infirmiers, ils donnaient tous les éléments de leur biographie comme naturellement et ils se comportaient comme naturellement. Hein. Rosenhan avait pris soin de vérifier qu'aucun des expérimentateurs n'avait eu d'hospitalisation psychiatrique ni aucun problème de ce genre. Et donc ils se comportaient tout à fait normalement. Et même ils prenaient des notes sur leur séjour pour pouvoir en parler après. Ce comportement de prise de notes était perçu comme un symptôme de schizophrénie. Hein, et c'est ça qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'à partir du moment où une étiquette vous est posée sur le dos, eh bien même un comportement parfaitement normal est interprété comme un trait de schizophrénie. C'est intéressant de voir ces choses-là. Et bien entendu, on ne les a pas laissés sortir. Parce qu'on pensait qu'ils étaient schizophrènes ou maniaco-dépressifs et que c'était pas le moment qu'ils sortent. Donc ils pensaient rester assez peu et en fait ils sont restés hospitalisés selon les gens entre 7 et 51 jours. Et certains ont dû faire des pieds et des mains pour pouvoir sortir, ça a été très difficile et ils n'ont pu le faire qu'en signant une décharge comme quoi ils reconnaissaient qu'ils étaient schizophrènes ou maniaco-dépressifs et qu'ils acceptaient de continuer à prendre leur traitement, qu'ils jetaient dans les toilettes systématiquement, évidemment, quand on le leur donnait à l'hôpital. Hein. Parce qu'ils ne voulaient quand même pas se laisser intoxiquer, ces braves gens, ils avaient bien raison. Bon, c'est quand même drôlement intéressant. Alors, Rosenhan a publié les résultats de cette étude dans des revues de psychiatrie à très grande diffusion. Et il y a un CHU très important et très réputé qui a dit « mais ça pourrait pas arriver chez nous. Nous, on sait diagnostiquer. On aurait repéré les imposteurs tout de suite. »
Alors Rosenhan a pris contact avec eux en leur disant, très bien, je relève le défi, je vais vous envoyer des pseudo-patients et ça sera à vous de les détecter. Hein, vous me direz si vous les avez trouvés. Et dans les 3 mois qui ont suivi, il y a eu 193 admissions dans ce CHU. Sur les 193, 41 ont été repérés comme imposteurs et 42 supplémentaires comme suspects de l'imposture. Le problème, c'est que Rosenhan n'avait envoyé personne. C'est quand même drôlement intéressant. Et il y a d'autres expériences de ce genre qui ont été faites. Par exemple, un chercheur a réuni 25 psychiatres, les a répartis en 2 groupes qui ne pouvaient pas communiquer entre eux. Et dans les 2 groupes, il a fait entendre l'enregistrement de la voix d'un acteur qui jouait le rôle de quelqu'un de parfaitement normal, en racontant son histoire, etc. Mais dans l'un des 2 groupes, l'expérimentateur a dit « Je vais vous faire écouter la voix de quelqu'un qui est névrosé, limite psychose. Hein. Enfin, ça sera à vous de voir. Voilà. » Et dans le second groupe, l'expérimentateur n'a rien dit. Et bien dans le premier groupe, donc pour la même voix, du même acteur jouant le même personnage, il y a eu 60% des psychiatres qui ont diagnostiqué une schizophrénie. Dans l'autre groupe, personne. Vous voyez qu'il suffit de prononcer le mot pour que des grands spécialistes voient la chose. Et si on ne le prononce pas, les grands spécialistes ne voient pas la chose. Bon, voilà les effets de l'étiquette, faits d'expérience. Hein, on ne peut pas aller contre. Alors, quand je vois Jacques-Alain Miller décréter qu'il y a des gens qui sont psychotiques mais qui ne le savent pas parce que la psychose n'est pas déclenchée, il doit être vachement fort. Hein. C'est plus fort que la clinique, le CHU qui disait pouvoir repérer les imposteurs ou pas. Hein, bon, voilà. Les effets de l'étiquette. Formidable. D'où mon attitude personnelle qui a consisté à éliminer toute étiquette de mon vocabulaire. Hein, je reçois les gens comme des gens. Et point barre. Ils me font part de leurs difficultés. Bon. Alors, il peut y avoir des difficultés qui sont très difficiles, genre effectivement hallucinations, sentiments de persécution, des choses comme ça. Ça existe. Hein. Je ne le nie pas. Ce que je nie, c'est le fait d'étiqueter les gens. Et au fait, j'oubliais de dire, quand les gens sont sortis des divers hôpitaux en signant la décharge comme quoi ils acceptaient de reconnaître qu'ils étaient schizophrènes et qu'ils allaient prendre un traitement, eh bien, le rapport médical les disait schizophrènes en rémission. Ce qui signifie que c'est comme pour le cancer, hein, on ne dit jamais qu'un cancer est guéri, on dit en rémission. Ça veut dire que l'idée qu'il y a autour de la psychose, c'est que c'est quelque chose qui ne guérit pas. Même quand on a fait un faux diagnostic. Et donc ça fout une étiquette sur les gens, avec effectivement une absence de perspective assez extraordinaire quand même. Hein. Et je pense que ça contribue à entretenir les gens dans l'idée qu'ils sont malades, y compris lorsqu'ils ne le sont pas. Peut-être qu'ils peuvent l'être, hein, je ne dis pas le contraire, mais ils peuvent aussi ne pas l'être. Mettre ce nom-là, psychose, sur leurs difficultés, parce qu'à peu près tout le monde a des difficultés, alors que, franchement, on n'en a pas besoin, surtout vu ce que ça draine de connotations avec. Alors, je voudrais continuer aujourd'hui avec une étude de cas, bien que je ne fasse pas d'études de cas habituellement, mais c'est histoire de faire le point sur la question, sur cette problématique de la psychose. C'est le cas de John Nash, prix Nobel d'économie, titulaire du prix Abel de mathématiques et de quelques autres récompenses, dont on a fait un film qui s'appelle Un homme d'exception.
vous allez voir que, je vais vous passer des extraits du film, il y a une certaine idée de la psychose qui est proposée dans ce film. Que John Nash ait été véritablement comme ça ou pas, je n'en sais rien, puisque c'est un scénario. Et c'est des acteurs qui interprètent. Hein. Donc c'est une idée sur la vie de Nash. Bien sûr, on a repris, les scénaristes ont repris les événements de la vie de Nash, bien sûr. Mais c'est une reconstruction, je n'en doute pas. Mais c'est une reconstruction qui nous permet de nous poser quelques questions sur justement l'idée qu'on se fait de la psychose. Alors vous verrez que dans le film, le personnage, John Nash, est présenté quand même de façon relativement sympathique. Si on lit la note de Wikipédia qui est consacrée à John Nash, c'est beaucoup moins sympathique. Hein. C'est un personnage vraiment antipathique qui est présenté là. Mais c'est aussi une reconstruction. Hein. Comme quoi, d'un auteur à l'autre, hein, il y a eu un roman qui a été écrit aussi, enfin non, c'est pas un roman, c'est une biographie, mais dans Wikipédia, on dit que c'est une biographie romancée. Et le film est inspiré de cette biographie. La note de Wikipédia dit également que tous les psychiatres s'accordent à dire que c'est une schizophrénie et que c'est d'origine génétique. Ah bon Intéressant, quand on a entendu parler de l'expérience de Rosenhan, tous les psychiatres s'accordent à, tiens, bon, ça c'est ce qu'on entend de nos jours pour parler de l'autisme ou même des psychoses, hein, où une certaine frange de la population tient à ce que ce soit génétique pour ne surtout pas remettre en question la psyché, simplement, et surtout les relations avec les parents, qu'il ne faut surtout pas accuser de quoi que ce soit, ça n'a jamais été mon intention, mais simplement de reconnaître que il y a des éléments dans l'enfance, dans la mienne, dans tous les gens que j'ai vus, qui sont quand même importants et qui font le lit des difficultés que l'on rencontre à l'âge adulte. Alors dans le film, il n'est pas question de l'enfance de Nash, on n'en parle pas. Mais il est question de la progression de sa dite maladie. Nous allons voir ce que ça donne. Alors, la note de Wikipédia, dans le droit fil de ce que je viens de dire, hein, indique que ces troubles ne sont pas dus à ses parents. On nous précise que même si le père est très absent, il est très aimant. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et que sa mère l'a beaucoup aimé aussi, il n'y a aucun problème là-dessus. On entend bien tout le contexte social qu'il y a là derrière, où il ne faut surtout pas incriminer les parents. Mais on n'en saura pas plus. Hein, c'est pas dit, voilà. Mais par contre, ce qui est dit, c'est que 2 ans et demi après la naissance de John, la mère de John donne naissance à une petite fille qui s'appelle Martha. Et je sais d'expérience que la naissance d'un cadet est toujours un traumatisme pour l'aîné. Hein, l'enfant qui a été l'enfant roi pendant qu'il était bébé, hein, et il est encore bébé, et du jour au lendemain, il n'est plus l'enfant roi. Tout le monde, et spécialement sa mère, se consacre au bébé qui vient d'arriver. Les enfants n'ont pas la capacité de comprendre cette difficulté qui arrive là. Et le mieux qui se passe, c'est quand ils font semblant. Bien entendu, les parents demandent à l'aîné d'aimer le cadet. Et genre, fais un bisou à ta petite sœur, est-ce que tu veux la prendre dans les bras, etc. Et oui, évidemment, c'est la meilleure des choses à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Mais si ce qu'on peut faire d'autre, c'est prendre en considération le fait qu'il y a une jalousie qu'on ne veut pas voir en général. On demande à l'enfant de ne pas montrer son agressivité vis-à-vis du cadet. Agressivité que le cadet ensuite, en grandissant, renverra aussi à sa manière à l'aîné, forcément. La rivalité par rapport à la mère et aux parents en général, c'est quelque chose d'atroce. Bien donc je suppose
Je ne fais que supposer qu'il y a pu y avoir ce genre de traumatisme. Mais John Nash lui-même, paraît-il, évoque comme traumatisme simplement le fait qu'à un moment, il a pensé qu'il allait être envoyé au front à la guerre de Corée. Et puis finalement, il a fait jouer ses connaissances universitaires très haut placées à Princeton ou par-ci par-là dans les universités, et pour éviter d'être envoyé sur le front. Et il a réussi. Mais pendant quelques jours, il a été dans l'angoisse d'y aller, et il situe le début de ses troubles dans ce traumatisme. Bon, chacun le situe où il peut, hein, après tout. Encore une fois, c'est juste une base de réflexion, cette histoire de John Nash. C'est pas à prendre pour la vraie histoire d'un vrai bonhomme, puisque le vrai bonhomme, il n'est pas là. Et c'est pour ça que quand je parle d'un cas, en général, c'est plutôt de moi, parce que je suis le seul cas que je me connais à fond, quoi. La formule est peut-être pas très jolie, mais c'est ça que je veux dire. Euh, je suis le seul habilité à parler pour moi-même, et c'est ainsi que je peux laisser également les autres parler pour eux-mêmes. Ce qui est mon travail. Donc, je vous propose un premier épisode. C'est l'arrivée de John Nash à Princeton en tant qu'étudiant, et il s'installe dans sa chambre, et voilà ce qui se passe. Alors non, finalement, pas d'extrait de film, parce que la Paramount réclame des droits d'auteur et a bloqué la vidéo que j'avais mis sur le YouTube avec les extraits de films. Donc je vais être obligé de m'en passer, et quand c'est nécessaire, de raconter tout simplement ce qui se passe. Voilà, l'habileté du réalisateur, Ron Howard, c'est de nous mettre dans la subjectivité de John Nash. C'est-à-dire que ce personnage, Charles Herman, nous apprendrons plus tard qu'il n'existe pas. C'est une énorme surprise du film. C'est pour ça qu'il vaut mieux l'avoir vu avant de regarder mon commentaire ici. Mais bon, nous sommes dans la place de quelqu'un qui a une hallucination et qui y croit véritablement. Est-ce que ça se passe vraiment comme ça quand quelqu'un a une hallucination ? Je peux dire que oui, étant donné que j'en ai rencontré des gens qui me racontent quels sont leurs dialogues avec tel ou tel personnage. J'ai plus souvent entendu des récits de dialogue avec Dieu, la Vierge Marie, Jésus, Mahomet, etc. Mais bon, là, c'est Charles Herman. Alors, qui est-ce ? Puisque John Nash, apparemment, ne croit pas tellement en Dieu, pourquoi s'invente-t-il ce personnage ? C'est un colocataire, celui qui habite avec lui. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que son entourage va y croire aussi. Sa femme y croyait, tellement il parle du vieil ami Charles Herman, de quand ils étaient colocataires à l'université de Princeton, de tous les coups qu'ils faisaient ensemble, etc. Elle y croyait véritablement. Et elle en parle au psychiatre, et le psychiatre lui répond: mais j'ai vérifié dans les registres de Princeton à l'époque où Nash y était, et il n'y avait pas de Charles Herman, et il habitait seul dans sa chambre. Voilà, il a un double, hein, comme le double de Dostoïevski. C'est quelque chose qui se passe souvent dans la dite psychose, hein. Et ce double, plus précisément, c'est qui ? Comme vous avez pu le voir, il est débraillé, il est gueulard, il propose de l'alcool, il veut lui piquer des petits gâteaux, et il lui suggère de sortir au lieu de rester enfermé à travailler, au point qu'il sort le bureau. Ça, pièce d'anthologie, ce moment, hein, très très significatif, au sens où c'est tout le travail de Nash qui passe par la fenêtre, tout son travail de mathématicien. Eh bien, ça ressemble assez à tout simplement une personnification de ce que Freud avait appelé le ça, c'est-à-dire les pulsions. Il ne les supporte pas en lui, il les met à l'extérieur. Alors, là, il y a
la discussion avec ce que Lacan a cru comprendre du texte de Freud sur l'homme au loup, d'où il a tiré la forclusion. Verwerfung en allemand. Et c'est vrai que dans le texte, Freud essaie de distinguer très précisément, c'est dans les Saintes Psychanalyses, l'homme au loup, ou dans les versions allemandes, dans les Gesammelte Werke, le tome 12, c'est à la page 117 du tome 12, en allemand, donc je suis allé vérifier. Lacan, qui a d'abord traduit ce terme comme les traducteurs officiels de l'époque, ils l'ont traduit par rejet. C'est à propos de la castration. Freud dit, il la rejeta. Le sens immédiat de cette expression est qu'il n'en voulut rien savoir, ceci au sens d'un refoulement. En allemand, im Sinne der Verdrängung. Voilà. Ce qui est bien ça, c'est bien traduit. Lacan d'en déduire que ce n'est donc pas un refoulement. S'il n'en veut rien savoir, au sens d'un refoulement, c'est que Freud met en place quelque chose d'autre que le refoulement. Et là, mon hypothèse à moi, c'est que Lacan est avant tout un psychiatre et qu'il cherche à tout prix une différence fondamentale entre névrose et psychose. Il cherche un signe, comme tous les psychiatres. Et ce signe, c'est la forclusion du nom du père. Et ici, c'est la forclusion de la castration, quand même, au départ. Et si Lacan fait la forclusion du nom du père, c'est peut-être pas un hasard non plus s'il laisse tomber la castration entre-temps. Ça a engagé justement des polémiques inouïes pendant des décennies sur, puisque Freud a proposé quelque chose que Lacan a interprété comme la forclusion, c'est peut-être bien qu'en fait l'homme au loup n'était pas un obsessionnel mais un psychotique. Et là, on s'engage dans des voies de garage, à mon avis, parce que discuter le diagnostic, c'est franchement pas le problème. Mais qu'a voulu dire Freud au niveau du mécanisme ? Il dit « Nous trouverons ultérieurement des preuves de ce qu'il avait reconnu la castration comme un fait réel. » Tatsache en allemand. Mais c'est ce qui a fait dire à Lacan sa fameuse formule « Ce qui est forclos du symbolique revient dans le réel ». Mais là, il avait reconnu la castration comme un fait réel. Ce qui pour moi veut dire prendre de l'imaginaire pour de la réalité. Mais c'est ce que font à peu près tous les enfants. Sinon, il n'y a aucune raison d'être terrorisé. Terrorisé par les loups, comme l'homme au loup, et comme beaucoup d'enfants, qui savent très bien qu'il n'y a pas de loup dans la réalité, mais le loup vient représenter l'objet de la terreur, qui est, en fait, le loup, c'est une métaphore de la castration. Dans l'homme au loup, c'est un rêve qui amène une terreur phénoménale. L'homme au loup indique que les loups qu'il voit sur un arbre, au moment où la fenêtre s'ouvre, ils ont des queues touffues comme des renards. Et que ça lui fait penser à l'histoire du loup et du renard, vous savez, dans le vieux conte du Moyen-Âge, où le renard conseille au loup de pêcher en mettant sa queue dans l'étang, qui est gelé, et en attendant, évidemment, l'étang gèle autour de la queue du loup, qui, pour s'en libérer, est obligé de la couper. Voilà. Ce qui fait beaucoup rire les enfants parce qu'on met en scène le loup attrapé, le loup victime de la castration. Il est victime, mais parce qu'à la base, c'est lui la cause de la castration. Dans les deux cas, c'est une mise en scène de cette histoire-là. Donc pour moi, ça me semble, chez l'homme au loup, mais tout à fait symbolisé. Il en parle, il donne des images, le rêve lui fournit une image certes angoissante qui le réveille dans la terreur, mais c'est là, sous une forme symbolisée justement, c'est-à-dire qu'il ne dit pas directement la chose. Le rêve commence, dit l'homme au loup, par la fenêtre s'ouvre tout d'un coup, la fenêtre qui est en face de son lit, et c'est là qu'il voit dehors l'arbre avec les loups sur les arbres. Eh bien, cette fenêtre qui s'ouvre, moi je l'entends comme une représentation de la castration. Un trou se fait. Et de l'autre côté du trou, on voit les queues des loups. Parce que c'est ça l'important.
Le loup ne devient angoissant que parce qu'il est métonymie de sa queue. Et cette façon de faire un trou dans la maison fait voir la queue séparée du corps, la maison comme métaphore du corps. Voilà comme je l'entends. Mais Freud dit, deux courants contraires existaient en lui l'homo loup, côte à côte, l'un abominait la castration, tandis que l'autre était tout prêt à l'accepter et à se consoler de par la féminité à titre de substitut. Ce qui arrive à beaucoup de gens, effectivement, qui peuvent aller jusqu'à se déguiser en femme, et à vouloir même se transformer en femme, ce qui est une façon de mettre en scène la castration pour pouvoir en être le maître. Mais c'est tout à fait symbolisé. C'est une autre façon de faire avec l'angoisse de castration. Mais Freud ajoute, sans doute, le troisième courant, le plus ancien et le plus profond, avait tout simplement rejeté la castration, et c'est là qu'arrive le verbe verworfen, qui est le participe passé du verbe verwerfen, c'est-à-dire rejeter. Effectivement. Donc, le courant pour lequel il ne pouvait encore être question d'un jugement relatif à sa réalité. Voilà. Donc, quelque part dans cette phrase, le troisième courant, il n'y a pas de jugement sur la castration. Quelque part, il a l'intuition de ce que j'ai appelé moi le réel. Et ce que Lacan a appelé le réel, mais comme chez Lacan le réel c'est tout et le contraire, c'est difficile de raisonner sur le mot employé par Lacan. Lacan là n'en déduit pas le réel, il en déduit la forclusion, verwerfung, qu'il traduit lui donc pas dans un premier temps par rejeter et dans un second temps par forclos. Forclos, ce n'est pas arrivé, le jugement est rejeté. Comme on dit en juridiction, dans les tribunaux, une affaire qui n'est pas examinée par le tribunal, elle est forclose. Il y a deux courants qui peuvent juger de la castration, l'une qui l'abomine, l'autre qui l'admet, et le troisième courant, c'est celui pour lequel il n'y a pas de jugement. C'est à ce moment-là que Freud raconte un souvenir de l'homo loup, un souvenir dans lequel l'homo loup a raconté, alors c'est entre guillemets, donc on peut penser que Freud rapporte exactement les paroles de l'homo loup, et c'est la chose suivante, j'avais 5 ans, je jouais au jardin auprès de ma bonne, et j'étais en train d'entailler avec mon couteau de poche l'écorce de l'un de ces noyers qui joue encore un rôle dans mon rêve. Il s'agit de l'allusion au rêve des loups. Je remarquai soudain, avec une inexprimable terreur, que je m'étais coupé le petit doigt de la main, de telle sorte que le doigt ne tenait plus que par la peau. Je n'éprouvais aucune douleur, mais une grande peur. Je n'osais pas dire quoi que ce fût à ma bonne, qui était à quelques pas de moi. Je m'effondrai sur le banc voisin et restai là assis, incapable de jeter un regard de plus sur mon doigt. Je me calmai enfin, je regardai mon doigt, et voilà qu'il n'avait jamais subi la moindre blessure. Bon. Forclusion, c'est rejeté, et ça revient dans le réel. Alors c'est difficile, parce que cette formule de Freud, ce qui est pas accepté à l'intérieur, revient de l'extérieur. Et je crois que c'est la bonne formule. Alors que ce qui est forclos du symbolique revient dans le réel, pour moi ça ne va pas du tout. Parce que le doigt coupé, c'est un symbole de la castration. C'est pas parce que ça revient de l'extérieur que ce n'est pas symbolisé. C'est bel et bien un symbole. Il éprouve de la terreur mais aucune douleur. C'est très bien vu, parce qu'il montre bien qu'il ne s'agit pas d'une douleur physique mais d'une douleur morale, d'une douleur psychique. Une angoisse, l'angoisse formidable de la castration, qui ne peut se manifester directement sur le phallus, c'est déplacé, c'est le principe même du refoulement, c'est déplacé sur le petit doigt. Alors que voulait dire Freud quand il disait n'en vouloir rien savoir au sens du refoulement? Je crois qu'il essaie de tourner autour de cette différence que moi je fais. C'est donc à partir de ma compréhension que je comprends Freud,
et que je comprends Lacan, la différence entre refouler à l'intérieur et refouler à l'extérieur. Pour moi, c'est du refoulement, mais on peut dire rejeter effectivement pour ce qui est de l'extérieur, mais ça reste une représentation. Une représentation, c'est symbolique. Représentation du petit doigt coupé. Hein. Donc la question, c'est une psychose puisqu'il a des hallucinations. Moi aussi j'ai eu des hallucinations, et alors j'en ai parlé ailleurs, hein, l'hallucination des noirs et des blancs, qui est aussi une symbolisation de la castration, mise à l'extérieur. Parce que ça ne veut pas rentrer dedans. C'est trop fortement rejeté. Et ensuite, ça m'est venu à moi sous forme de rêve, mais comme à l'Omolou, ça lui vient aussi sous forme de rêve. Le rêve est une façon de remettre à l'intérieur la représentation redoutée qui avait été rejetée à l'extérieur. Ce n'est donc pas forclos d'une façon définitive, comme le concept de forclusion le laisse entendre chez Lacan. Hein. Mais comme l'idée de psychose fonctionne dans la psychiatrie, si vous êtes psychotique, c'est à vie, vous êtes né comme ça et vous mourrez comme ça, vous devrez prendre des médicaments toute votre vie, etc. Alors que ce que je constate, c'est qu'il y a une évolution. Hein, et ça arrive certainement à, je dirais volontiers, tout le monde a pu avoir ce qui s'appelle une hallucination un jour ou l'autre, et puis ça se remet à l'intérieur, ou pas. Chez certains, ça continue à rester dehors et à revenir de façon régulière, voire de façon permanente. Il y a tous les cas de figure possibles et imaginables, mais c'est le même mécanisme chez tout le monde. Hein. Moi, mon hallucination des noirs et blancs, je le rappelle, c'est la peau blanche du ventre de ma mère opposée au noir des poils pubiens, mais que je ne reconnaissais absolument pas comme peau blanche et poils pubiens. C'était juste couleur blanche et couleur noire. C'était refoulé. La représentation était là, mais suffisamment maquillée pour qu'on ne la reconnaisse pas. Hein, l'Omolou, il maquille ça en doigts coupés, moi je maquille ça en noir et blanc. Mais à l'époque, je n'avais aucune idée de ce que ça puisse être une hallucination. J'aurais jamais appelé ça une hallucination. Et je pense que des tas de gens ont pu avoir comme ça ce genre de phénomène sans penser à l'appeler hallucination. Et puis, ça se régule ou ça se régule pas. Ça, c'est l'histoire de chacun qui peut en décider. Mais en tout cas, la capacité à faire des rêves permet énormément de faire revenir tout ce qui est hallucination à l'intérieur, puisqu'un rêve, c'est une hallucination, parce qu'au moment du rêve, on y croit. On croit en la réalité de là où on est. Donc, quelque chose est rejeté à l'extérieur. Dans une phrase un peu plus loin, dans la même page, Freud dit les choses d'une façon encore différente. Ce qui fait qu'on ne peut pas s'attarder à un terme. C'est pas possible. Ça, c'est une façon de prendre les mots pour des choses aussi, de sauter sur le mot Verwerfung, alors que Freud en emploie d'autres. Par exemple, il dit « De toute façon, il en était venu à accepter, au temps de la névrose obsessionnelle, ce qu'il avait déjà appris au cours du rêve, mais avait alors rejeté loin de lui au moyen du refoulement. » Vous voyez, entre la page 117 et la page 119 du tome 12, il emploie à un moment le terme verworfen, le participe passé, et à un autre le terme gewiesen hatte, participe passé du verbe weisen, qui signifie démontrer. Montrer ou démontrer. Et là, au lieu de dire, comme dans la page précédente, il n'en voulait rien savoir au sens du refoulement, là, il dit qu'il l'avait rejeté grâce au refoulement. Bon, alors, ça sert à rien de prendre les mots pour les choses, et je crois qu'effectivement, quand on écrit, quand on cherche, on emploie un mot, on en emploie un autre, les concepts sont encore pas fixés, et mon expérience me dit que ça ne vaut pas le coup de rester fixé sur le mot verwerfen, voire même jeter, puisque là, la deuxième phrase de Freud que je vous cite, c'est quasiment dire le contraire de ce qu'il avait dit 2 pages avant.
bien entendu, dans la version française, ça a été traduit, Gewiesen hatte, ça a été traduit par mais il avait alors rejeté loin de lui au moyen du refoulement. Alors que ça peut se traduire aussi bien, il l'avait montré grâce au refoulement. C'est quand même quelque chose, non? Les deux traductions sont possibles. Rejeter, c'est un peu forcé. Je pense que les traducteurs ont voulu ajouter une cohérence au texte, alors que dans le texte allemand, c'est pas si cohérent que ça. Si le refoulement il démontre quoi? Il démontre la castration, c'est-à-dire qu'il la symbolise. C'est pas si rejeté que ça, finalement. C'est rejeté, oui, dans l'extérieur, mais pas hors symbolique. C'est pas du tout ça. Et c'est là où je me suis rendu compte que ce qui me permet de raisonner ainsi, c'est ma propre découverte du réel dans mes rêves. C'est-à-dire ces choses que je n'arrive pas à décrire. Et c'est là que j'ai vraiment compris la différence entre ce qui est de l'ordre du réel, donc pas symbolisé, je ne peux pas le décrire, je n'ai ni les images ni les mots, je ne peux vraiment rien en dire, je peux juste dire c'est là. Et puis, tout ce qui est symbolisé, qui est image, son, que j'entends dans les rêves, et tout ça, c'est de l'ordre de la représentation. Et c'est avec ça que je comprends ces textes. Et les textes ne sont pas ce qu'il y a de plus important. Le plus important, c'est vraiment son analyse à soi, celle que j'ai faite de moi. C'est vraiment ça qui me permet de comprendre les phénomènes. Parce que s'acharner à essayer de comprendre les textes, on peut se bagarrer des années, et les gens se sont bagarrés des années, comme je vous l'ai dit, entre psychotique, pas psychotique, l'homme au loup, et alors, c'est franchement pas le problème. Alors que repérer le mécanisme, ce qui m'a permis de repérer le mécanisme entre ce qui n'est pas symbolisé et ce qu'il est, c'est ma rencontre du réel dans mes rêves. Et c'est de me rendre compte que ce que j'ai vu sous forme d'hallucination, c'est du symbole et pas du réel. Vu que le réel, je l'ai rencontré aussi et qu'il est indescriptible. Ça rend ma façon d'entendre les gens beaucoup plus éclairée, dirais-je. Je comprends mieux ce qui se passe. Quand quelqu'un me décrit quelque chose qui est indescriptible, il peut m'arriver de dire, ben voilà, ça ne peut pas être décrit ce que vous dites, c'est hors représentation. Et là, je peux me permettre de dire, c'est du réel. Il n'y a pas d'image, ni de mots pour ce que vous êtes en train de décrire là. C'est hors représentation. Bien sûr, après coup, on peut en mettre. Et ça rentre à ce moment-là dans la représentation. Ou pas. C'est là tout le problème du travail analytique. Cette analyse que je viens de vous faire autour des termes qu'on emploie ou de la façon dont on comprend les mécanismes, c'est pour essayer de comprendre comment fonctionne le mécanisme chez John Nash. Je vous ai dit c'était quelque chose qui ressemblait au ça. Quelqu'un qui pousse au plaisir, qui pousse à délaisser le travail, à jeter le travail par la fenêtre, c'est le ça qui a été rejeté à l'extérieur. C'est-à-dire, non pas seulement, là il n'est pas question de castration, je ne vais pas interpréter au-delà de ce qui est montré, si ce n'est peut-être, c'est une interprétation, le bureau qui passe par la fenêtre, comme la fenêtre qui s'ouvre chez l'homme au loup, ça peut être la castration. Le bureau, c'est le phallus. C'est-à-dire ce sur quoi Nash travaille. C'est-à-dire ses recherches en mathématiques. Et c'est ce qui lui donne son assise dans la vie. Il se prend, c'est vrai, pour un grand mathématicien. Et il l'est. Ça tombe bien. Mais il a eu du mal à se faire reconnaître, mais il a eu le prix Nobel à la fin quand même. Et d'autres récompenses, comme je vous l'ai indiqué. Donc, comme chez l'homme au loup, la fenêtre se brise, quelque chose tombe. Le truc qui faisait valoir son être, son phallus. Et nous allons voir en quoi
La question sexuelle vient aussi, dans ce film, d'une manière assez discrète, vient dire quelque chose de cette histoire de castration. Le problème en question, que tout le monde passe sa vie à résoudre, pas seulement les mathématiciens, c'est celui de la différence des sexes. C'est-à-dire ce qui se place sur un bord, la fenêtre, entre dedans et dehors, entre masculin d'un côté, féminin de l'autre, avec un phallus d'un côté, pas de phallus de l'autre. Voilà, c'est bien comme ça que ça se présente là. Alors je vous rappelle que ce film, c'est un film, donc une reconstruction. Mais c'est trop beau pour être vrai, et comme ça fait support de ma réflexion, je trouve que là c'est très beau. Vous avez remarqué, Nash écrit sur du papier, certes, mais aussi il écrit beaucoup sur les fenêtres. Ces équations, il en a couvert les fenêtres de sa chambre à Princeton avant qu'elles soient cassées. Et ensuite, à d'autres endroits, il n'arrête pas d'écrire sur les fenêtres. L'a-t-il fait dans la réalité? J'en sais rien. On s'en fout, ça tombe très bien, symboliquement parlant, puisque c'est cette fenêtre qui est brisée par le bureau, et j'ai parlé de castration à ce propos. Eh bien, ces calculs sont la garantie de la pérennité de la fenêtre. Ça ne va pas se briser. Tout son travail, son phallus, s'inscrit dans la fenêtre pour qu'elle ne se brise pas, pour que le bureau ne passe pas à travers, pour que le phallus ne tombe pas dans la cour. Et voilà que, alors qu'il est en train d'écrire des équations au tableau, eh bien, voilà cette femme qui se présente à lui, sous prétexte, il se trouve qu'elle veut faire taire les marteaux-piqueurs à l'extérieur, et elle se trouve dans la fenêtre, et que en soulevant la fenêtre ou en se penchant vers les ouvriers, eh ben, elle présente son cul. Et nous voyons bien, le réalisateur nous le montre, qu'il est, John Nash est très intéressé à ce moment-là. Parce qu'elle se place au même endroit que ces équations. Ça devient une autre façon de faire valoir son phallus. C'est la femme qui effectivement va devenir sa femme. Dans le film, on ne nous dit pas que auparavant il avait connu une autre femme, qu'il avait fait un enfant avec cette autre femme, et que cet enfant il l'avait quasi carrément abandonné. Il ne s'était pas marié avec cette femme, et cet enfant il s'en est jamais occupé. Celle-là, il va se marier avec, il va faire un enfant, ça va être autre chose. Mais bon, le truc pas très sympathique, comme je vous disais au début, il a été squeezé pour le film, mais bon, c'est pas bien grave, on est là pour essayer de comprendre comment fonctionnent des symboles. Est-ce que le réalisateur est totalement conscient de ce qu'il fait avec le bureau qui tombe, la nana qui vient juste se placer à cet endroit-là? J'en sais rien et je le saurai jamais et peu importe. L'important, c'est que ça fonctionne malgré tout. En tout cas, ça fonctionne pour moi et je vous le propose comme interprétation. Alors, il vient de rencontrer la femme de sa vie et c'est là, juste en descendant de la salle de cours, au moment où il sort de l'université, qu'il rencontre un autre très intéressant personnage. Donc, qui est ce William Parcher, travaillant pour la CIA, la Défense nationale? Nous apprendrons plus tard aussi qu'il n'existe pas. C'est une autre des hallucinations de John Nash. Et il n'est pas un hasard du tout qu'il le rencontre juste après avoir rencontré celle qui deviendra sa femme. Autrement dit, après avoir rencontré la personne qui personnifie le ça, voilà qu'il rencontre quelqu'un qui parle de défense nationale. Il s'agit de se défendre contre les agressions. Alors, nommément des Russes, puisqu'on est en pleine guerre froide, c'est ça qui est à la mode dans le discours social à l'époque, surtout en Amérique. Mais c'est une façon de déplacer le problème de la femme aux Russes. C'est ça l'agression. C'est-à-dire qu'il est agressé par ses propres pulsions, qui étaient représentées par le Charles,
dans un premier temps, ensuite par la femme, dans la réalité, et il faut qu'il invente un personnage pour s'en défendre. C'est le surmoi. Hein. C'est celui qui il se présente Big Brother. Hein, comme dans 1984 de George Orwell, c'est Big Brother qui dirige tout, qui regarde tout, qui voit tout, qui sait tout. Voilà. C'est une figure des parents pour tous les enfants. Hein, les parents sont les personnes qui savent tout, qui sont tout puissants. C'est comme ça. Ce n'est que petit à petit qu'ils vont tomber du piédestal, les parents. Hein. C'est pour ça qu'on les écoute dans un premier temps, et puis qu'ensuite, moins. Bon, alors ça dépend des trajectoires individuelles. Mais pour tout le monde, il y a une figure comme ça. Big Brother. Et ce Big Brother l'amène dans un espace imaginaire, hein. Il faut bien le dire comme c'est. Quand on voit toutes ces petites lumières qui clignotent sur des écrans, on se dit, oulala, tout ça c'est scientifique, avec tous ces gens qui ont la blouse blanche, etc. Et tout ça est totalement imaginaire. Il se fabrique un monde dans lequel il a une mission. Hein. Il n'y a que ça qui peut l'aider à se défendre contre une femme. C'est la mission pour l'Amérique, pour sa nation. Et ça doit rester secret. Tout comme le fait de désirer une femme doit rester secret. C'est le côté censure qui est personnifié là. Et, dernière cerise sur le gâteau, vous avez vu cette opération où on lui implante un numéro dans le bras, comme par hasard, exactement au même endroit où on tatouait le numéro sur la peau des Juifs dans les camps de concentration et les camps d'extermination. Et ce numéro est un code, c'est-à-dire que la personnalité est dissoute au niveau d'un code. Alors ça lui donne le code de l'endroit, l'adresse où il va devoir adresser ses rapports. Parce que ce qu'on lui demande, c'est justement de trouver le code qu'emploient les Russes pour communiquer, pour comploter contre l'Amérique. Et ce code, il va le trouver, le chercher, plus exactement, dans toutes les publications des journaux et des magazines américains. Il repère une photo là, un mot ici, un mot là. Il fait des liaisons totalement improbables, complètement imaginaires, pour trouver le message. Et effectivement, quand je parlais d'Abdel, dans ma précédente vidéo, je disais qu'il oscillait entre des moments de discours où il parlait comme vous et moi, mais y compris pour raconter l'histoire du géant qui met le monde au monde, hein, c'est-à-dire des trucs complètement imaginaires, mais qui sont dans le code du langage. On peut comprendre ce qui se passe, même si on comprend que ce n'est pas de la réalité. On comprend que c'est une scène primitive. Mais il y a cette hésitation entre une forme de discours qui se conforme au code et une qui a perdu le code, c'est-à-dire où il est plus qu'en train de dire je ne sais pas, je suis dans un peut-être qui éventuellement et aucune signification n'arrive à se détacher. Le message, il ne trouve pas son propre message. Et c'est la même chose qui arrive à Nash. Hein. Il a rencontré une femme et du coup, il perd le code. Parce que son code, pour l'instant, c'était un code uniquement mathématique, sur la fenêtre, intact, sur lequel il pouvait surfer. Ça lui faisait une personnalité. Mais là, la fenêtre s'ouvre, le cul d'une femme apparaît, donc avec la castration. Ce qui était déjà présentifié avec son colocataire, rappelez-vous, le Charles qui jette le bureau par la fenêtre. Donc, il y a un discours qui reste cohérent, dans lequel il a une mission pour l'Amérique, il faut la défendre des Russes, et l'autre, il cherche le code pour trouver le message. Ça lui échappe. Le message, le code,
L'un comme l'autre, c'est soutenu par quoi? Par l'image du corps soutenue par la castration. Et l'image du corps peut s'effondrer, ne plus être là, si la castration est accomplie. C'est ce qui lui arrive un peu. Et donc, à partir de là, il va rentrer, comme beaucoup de gens, dans la théorie du complot, et se méfier de tout le monde, spécialement quand la femme qui lui plaît lui fait son grand numéro de séduction. Alors vous avez vu, il commence par être intéressé par le dos nu de la donzelle, c'est-à-dire par sa nudité en fait, par la question sexuelle, ça commence à le titiller, et juste à ce moment-là, son regard glisse et il voit des gens qui l'observent. C'est-à-dire qu'il voit son propre regard, il juge son propre regard, il n'a pas le droit de désirer. Mais son surmoi s'est autonomisé, c'est devenu des gens dans la foule qui l'observent. Que dans son conscient, il doit assimiler à des agents russes ou quelque chose comme ça. Mais on voit bien d'où ça vient, c'est ce glissement du regard. Il ne s'autorise pas à regarder la femme. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'à ce moment-là même, la jeune femme s'intéresse à une représentation, et une représentation qui est particulièrement une représentation, puisque c'est un tableau cubiste, j'ai pas repéré lequel c'était, mais peu importe, c'est une représentation qui dit qu'elle est une représentation. Elle ne cherche pas à imiter la réalité. C'est un encodage, c'est très clairement ça. Elle a le message et le code, tout en s'extasiant devant, on ne sait pas, s'interrogeant, etc. Lui, il est déjà perdu parce qu'il se défend et que son travail de défense l'amène à être déstructuré. Une partie de lui est dans la foule, en train de l'observer, observant ce qui est quelque chose de l'ordre de la castration. Et comme le romantisme est absolu, dans la scène suivante, il trouve le moyen de réinventer un code pour la réalité. Les étoiles deviennent un parapluie. Comme par hasard, le parapluie est un de ces objets qu'on passe son temps à oublier dans le métro ou dans le cabinet du médecin, etc. Et c'est un instrument qui peut changer de forme, qui peut se déployer ou se réduire, comme un phallus. C'est évidemment de ça dont il est question, et c'est ça qu'il lui dessine dans le ciel. Mettre du symbolique sur une réalité qui lui échappe, et dont on peut dire que c'est un réel, là. Le réel des étoiles, les humains, pendant des millions d'années, ont eu ça sous les yeux et ne savaient pas quoi en faire, jusqu'au jour où ils ont mis des formes aussi sur les étoiles. Ça a donné l'astrologie. Et sachant que l'astrologie occidentale n'est pas la même que l'astrologie chinoise, ce sont bien des plaquages qu'on a mis sur l'univers de façon à lui donner un sens, puisque ça n'avait pas de sens. Mais de même qu'on a décidé qu'il y avait un esprit du vent qui faisait souffler le vent, un esprit de la mer qui faisait que la mer était agitée ou pas agitée, un esprit des ruisseaux, etc. etc. C'est la forme primitive de la religion. C'est donner du sens quand on le perd. C'est ce qui est en train de lui arriver. Mais il récupère une sorte de sens en restant dans la relation avec cette femme qui l'intéresse. C'est-à-dire qu'il lui demande à elle, au fond, de trouver les symboles que lui va plaquer sur la réalité. Ou sur le réel, je ne sais pas ce que c'est pour lui. Pour tout le monde, ça reste la réalité, les étoiles dans le ciel. C'est pas comme ce que Lacan disait, il donnait comme exemple du réel les étoiles dans le ciel, parce qu'elles reviennent toujours à la même place. Ce qui est typique de la réalité, pas du réel. Le réel n'a pas de sens. Le fait même que ça revienne à la même place, ça a du sens.
Les hommes ont donné du sens avec l'astronomie, l'astrologie. Bon, le ciel pour tout le monde, même si on ne s'intéresse pas ni à l'astrologie ni à l'astronomie, c'est quelque chose qui a du sens. Au minimum, ça représente la nuit, quelque chose d'un romantisme. Bon, après, chacun peut le décliner comme il veut, hein, lui donner le sens qu'il veut. Mais ce n'est pas quelque chose qui est hors sens, quelque chose qui vient encombrer en quelque sorte. Mais lui qui est en train de perdre le sens, eh bien, il le retrouve momentanément dans la relation avec cette femme. Alors le problème, c'est qu'il va continuer sans elle à donner du sens à ce qui n'en a pas. Un sens plaqué, c'est-à-dire toujours cette recherche du code secret des agents russes pour trouver le message que les Russes sont en train de s'envoyer les uns les autres à travers les États-Unis, à travers les journaux et les magazines. Voilà, nous venons de voir mettre le mot classified sur le dossier qu'il va envoyer. Envoyer où? À l'adresse dont le code lui a été indiqué dans le bras. Hein. J'ai fait la relation tout à l'heure avec le numéro que les Juifs avaient tatoué sur l'avant-bras dans les camps de concentration. Eh bien, effectivement, cet endroit, le camp de concentration, est l'endroit où le sens est perdu. Hein. Le sens de l'humanité est totalement dissous dans les chambres à gaz. Il y a quelque chose de ça, et il y a quelque chose de ça aussi dans la crainte de la guerre atomique, de l'attaque des Russes, contre quoi il est en train de travailler. Hein. Donc il pense avoir trouvé quelque chose, un message, et sous le sceau d'un nom, c'est-à-dire c'est encore un code, hein, un sceau, ça indique quand on clôt les enveloppes comme ça de cette manière, c'est ce qui se faisait autrefois, le sceau c'était vraiment la signature de la personne. Là il retrouve une identité, il retrouve en quelque sorte son bureau avec ses équations, bureau auquel il s'accroche. Ce travail étant en quelque sorte une tentative de retrouver le bureau qui est passé par la fenêtre, c'est-à-dire le sens. Le sens qu'il cherchait dans ses équations mathématiques, mais là, qui s'est dissous parce qu'il cherche même le code. Hein, les mathématiques sont un code, mais là, il cherche un code complètement hors sens. Les titres des magazines, les textes qui sont écrits, vous voyez qu'il les découpe d'une manière totalement arbitraire pour essayer de trouver un autre message que celui qui est écrit. Alors y parvient-il? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a cette sorte de survivance de l'identité au travers de ce travail dépourvu de sens dans lequel il essaie de retrouver le sens. Alors, il va arriver, à ce moment-là, encore un nouveau personnage, et nous allons voir ça.
Voilà, alors cette petite fille est aussi un personnage imaginaire, vous l'avez deviné. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Eh bien, moi j'ai le sentiment que ça peut représenter deux choses. C'est selon euh, soit carrément toute son enfance, c'est un avatar de lui-même, tout comme les deux précédents personnages qui étaient des hommes, mais le fait que ce soit une petite fille indique la problématique de la castration qui revient sous cette forme. L'autre possibilité, qui n'empêche pas, c'est que cette petite fille, c'est la fameuse petite sœur dont je vous parlais au début de cette vidéo. Hein, la petite sœur qu'il aurait peut-être bien voulu voir mourir, comme souvent les aînés, les sentiments des aînés à l'égard des cadets, c'est ça. Et là, ça revient sous la forme de son alter ego représentant le ça, c'est-à-dire toutes les pulsions pas très sympathiques, qui vient parler de sa sœur à lui qui est morte dans un accident de voiture. Et donc ça pourrait être une façon de mettre à l'extérieur ce sentiment de désir de meurtre à l'égard de la sœur, mais il reste quand même un avatar, la petite sœur, qui en effet n'est pas morte. Voilà. Les deux sont pris en compte dans l'inconscient. À la fois la réalité de la petite sœur qui n'est pas morte et le désir de la voir mourir. Et ce n'est pas un hasard, à mon avis, si cette petite fille apparaît juste après un premier baiser qui concrétise la relation de John Nash avec Alicia, une relation qui va aboutir à une relation sexuelle. Écoutez-moi, on n'est pas loin de trouver la bombe, en grande partie grâce à votre travail. Alors qu'importe si votre peur est le prix à payer. William, mes priorités ont changé. Alicia est enceinte. Je vous avais dit que les sentiments étaient dangereux. C'est vous qui avez décidé d'épouser cette fille. Je n'ai rien fait pour vous en empêcher. Je pense que le meilleur moyen de protéger tout le monde, c'est de continuer à travailler pour nous. Je vais laisser tomber. Ça m'étonnerait. Ah oui, pourquoi ça? Parce que j'empêche les Russes de découvrir ce que vous faites. Si vous travaillez plus pour moi, je ne travaillerai plus pour vous. Et vous voyez que le résultat de cette relation sexuelle, il est double. C'est que d'une part, Alicia est enceinte, mais d'autre part, le sentiment de culpabilité de John Nash est devenu terrible. Hein, et il est toujours rejeté à l'extérieur. Ce n'est pas lui qui lui reproche quelque chose, mais c'est le Big Brother de la CIA. Hein, qui vient lui dire, attention, je vous avais dit que les sentiments étaient dangereux. Ah ben voilà. Il fallait pas se laisser assez à ses pulsions, à ses désirs, et voilà le résultat. Hein. Et la bagarre qui se dépeint très bien sur les traits de John Nash, interprété par Russell Crowe ici, qui fait ça très bien. Cette façon d'avoir le visage vraiment de l'enfant pris en faute. Alors vous me demanderez pourquoi éprouver le besoin de rejeter à la fois les pulsions et désirs sexuels, et en même temps le surmoi qui réprime les pulsions. Je n'en sais rien, mais en tout cas, les deux sont à l'extérieur. Le conflit se passe en quelque sorte à l'extérieur de lui-même. C'est pas moi, c'est l'autre. Peut-être bien parce qu'au fond, il y a un certain sadisme quand même de ce surmoi, à vouloir lui interdire les sentiments, à vouloir lui interdire la relation sexuelle, le fait d'avoir un enfant, et toutes ces choses-là qui sont des plaisirs parfaitement légitimes finalement. Hein. Ce sadisme lui-même est un sentiment difficile à supporter. Donc, on peut supposer que c'est pour ça qu'il est rejeté aussi. Et là, le conflit devient trop fort entre ces différentes instances autonomisées, et ça va être le déclenchement
officielle de la psychose. Disons que ça va se voir là. Ça se voit parce que il est en plein cours à un moment à Princeton et il pense qu'il y a des agents russes qui se sont introduits dans l'amphithéâtre et qui vont l'attendre à la sortie. Alors il s'éclipse en vitesse à la stupéfaction de tous les étudiants et il court dans la rue comme un perdu, apparemment poursuivi par les agents russes. Et là, ça c'est extraordinaire parce que moi j'ai vécu ces scènes-là en rêve des tas de fois. Je sais très bien que c'est le surmoi qui me court après de cette façon-là. En fait, il s'aperçoit que les personnes qui le poursuivent se présentent, c'est le psychiatre, le docteur Rosen, et il se retrouve enfermé, non pas chez les Russes, mais dans un hôpital psychiatrique, où là, le diagnostic tombe sans aucune nuance. Le psychiatre dit à sa femme, il souffre de schizophrénie. Voilà. Et les schizophrènes sont souvent paranoïdes, c'est-à-dire qu'ils ont peur de la persécution, d'être suivis partout, etc. Alors, ne pas confondre ce psychiatre, Rosen, avec Rosenhan, dont je vous ai parlé au début. Le Rosenhan était un psychiatre qui avait quelques distances à l'égard de la psychiatrie et qui a démontré les limites, voire les erreurs de la psychiatrie. Et ce psychiatre-là est un psychiatre tout à fait intégré dans la psychiatrie, qui se pose donc pas toutes les questions que je me pose et qui ne les passe pas non plus à John Nash. Tout ce qui l'intéresse, c'est supprimer le délire. Le délire considéré comme une maladie, alors que, à travers les questions que j'ai posées au film, vous voyez que je commence à comprendre le délire comme une tentative de retrouver le sens qui est sans cesse en train de se perdre, exactement comme le phallus se perd en passant par la fenêtre, sous la forme du bureau, et donc avec tous les calculs qui faisaient limite. Sachant que l'apparition de ces personnages, les uns après les autres, sont liés à des événements de la vie, et notamment les derniers, aux événements de la vie sexuelle de John Nash. Ce sont des choses qu'il faut interroger, si possible, avec douceur et tranquillité, mais qui permettraient, moi c'est ce que je fais quand je travaille avec des gens qui ont des problèmes d'hallucination comme ça, ou de perte de sens, c'est justement que les hallucinations, elles ont du sens. Elles ne sont pas forecloses du symbolique. Et c'est ça que, au lieu de faire ce qui est conseillé, y compris par les psychanalystes, c'est-à-dire ne surtout pas aller titiller dans l'histoire, ou dans la sexualité, ou dans les rêves, ou le délire lui-même, mais au contraire ramener à la réalité tout le temps, ce qui n'était pas autre chose que le but des psychiatres. Bon, moi, ce que je fais, c'est le contraire exact. C'est-à-dire essayer de faire retrouver le sens par la considération de ces personnages du délire qui sont des parties de la personnalité du sujet. Les amener, si possible, tout doucement, avec tact et délicatesse, à, si possible, faire en sorte qu'ils soient réintégrés dans le moi. Non pas à les éliminer, mais, bon, les aider à revenir dans une certaine unité du moi, même dissociée. Et c'est ce que va faire Nash. Alors d'abord, je vais vous montrer, pour vous montrer un petit peu comme la façon dont on traite les malades mentaux pour essayer de faire céder le délire, c'est les cures d'insuline qui ont été arrêtées, j'espère totalement, parce que quand même assez dangereuses, qui consistaient à faire obtenir un coma insulinique en injectant de l'insuline, un coma artificiel, en espérant qu'en se réveillant du coma, ils auront oublié leur délire. Des pures naïvetés et en plus traitement barbare dont je vous donne une petite idée ici. Alors on lui fait donc subir ces cures de Sackel à un rythme soutenu, avec en plus des neuroleptiques, bien évidemment.
Et les conséquences sont les suivantes. Premièrement, totale incapacité à s'occuper de son môme, et deuxièmement, incapacité de s'occuper de sa femme, c'est-à-dire du phallus sous la forme de l'enfant et du phallus sous la forme de utilité dans une relation sexuelle. Il le dit à un autre moment du film, qu'il sait très bien que ce sont les neuroleptiques qui le rendent impuissant. Maintenant, le fait d'être impuissant aussi à s'occuper du gamin, je suis sûr qu'il y a des gens qui diraient « mais non, c'est sa maladie ». Puisque de toute façon, nous savons que dans son histoire, il a abandonné son premier enfant, mais on connaît des tas de gens qui ont abandonné un enfant et qui s'occupent très bien des suivants. L'être humain est compliqué et il ne peut pas se réduire à un seul élément. Enfin, moi, j'ai envie de le mettre volontiers là-dessus parce que je sais que les neuroleptiques, ça a pour but d'inhiber justement tout ce qui est de l'ordre du ça, et même de l'ordre du surmoi. Bref, ça ralentit la pensée, ça peut éliminer totalement les sentiments, et que quand on n'a pas de sentiments, ni à l'égard de la femme, ni à l'égard du gosse, donc plus rien ne marche, quoi. C'est peut-être supprimer le délire, mais ça supprime aussi la vie du sujet. Alors, autre conséquence du traitement, mais cette fois non chimique, mais le traitement dont je vous avais parlé au début, en vous parlant de l'autre expérience, qui n'est pas celle de Rosenhan, mais qui consistait à faire entendre la voix de quelqu'un qui tient des propos tout à fait normaux, mais à un groupe de psychiatres, on leur dit que c'est quelqu'un qui est névrosé, peut-être pas loin de la psychose, et ça déclenche le diagnostic de schizophrénie chez un bon nombre des psychiatres qui sont là. Et à l'autre groupe, on fait entendre le même enregistrement, mais on ne dit rien. Et personne ne diagnostique le moindre problème chez la personne enregistrée. Eh bien, là, dès que l'étiquette schizophrène est posée, il se passe aussi la même chose, mais comme il s'est passé dans les hôpitaux, une fois que les gens étaient admis à l'intérieur et étiquetés schizophrènes, c'est-à-dire tous les comportements vont être interprétés comme de la schizophrénie. Et je me substitue à l'image du film pour ne pas faire de peine aux gens de la Paramount. Et c'est un moment qui pourrait passer pour anodin, mais qui est très très significatif. Nash est rentré chez lui, il vit avec sa femme, et il ne fait rien, mais il aide quand même un peu au ménage, et là il a descendu les poubelles. Et quand il remonte avec la poubelle vide, sa femme lui demande « mais attends, mais tu étais en train de parler avec qui là ?» Et il répond « aux éboueurs ». Et elle « allons, les éboueurs ne passent jamais le soir ». Et lui il répond « ça doit changer selon les saisons ou les villes, je ne sais pas ». Et à ce moment-là, elle voit par la fenêtre un éboueur qui passe avec la poubelle sur l'épaule. Et le camion des éboueurs un peu plus loin. Ah ! Elle vient de se rendre compte que, comme au départ, elle ne croyait pas qu'il était schizophrène, puisqu'elle n'avait jamais entendu parler de sa maladie, elle pensait qu'il était un peu excentrique, mais c'est tout. C'est juste ça qui lui convenait, justement, un type un peu qui sort de la norme. Et une fois que l'étiquette schizophrène est posée, tout est interprété en termes de schizophrénie. Encore une fois, ce n'est pas seulement une simple anecdote, c'est l'os de ce qui se passe. Parce qu'il y a un moment où, quand l'étiquette est posée, on va tout interpréter dans ce sens-là. Ou au mieux, on ne sait plus si ce qu'on entend, c'est du délire ou autre chose. Alors, il y a un moment que je ne vous montre pas, c'est pour résumer un peu, où donc John Nash va arrêter ses médicaments. Et est-ce que c'est ça qui va réenclencher le délire, ou est-ce que le délire n'avait jamais cessé ? On ne le sait pas et nous ne le saurons jamais. Bien entendu, pour le psychiatre, il est évident que c'est parce qu'il a arrêté ses médicaments qu'il délire à nouveau. Mais moi, j'ai tellement entendu de gens délirer à plein tube malgré des doses de neuroleptiques massives que je me pose des questions.
Bon, dans ce cas-là, je ne sais pas, je n'y étais pas. Et puis encore une fois, c'est une reconstruction. Donc, enfin, un scénario de film. Hein. Donc, on ne sait pas. Néanmoins, ce qui va se passer là et que je vais vous montrer va déclencher le réflexe thérapeutique chez John Nash, pas chez le psychiatre. Et je suis à nouveau obligé de me substituer aux images de la Paramount. Donc, Nash habite à nouveau avec sa femme et son gosse. Sa femme lui a confié l'enfant un petit moment, où l'enfant prend son bain. Elle étend le linge à l'extérieur, et puis elle voit une petite porte ouverte dans la clôture au fond du jardin. Intriguée, elle va voir, et au bout de l'autre parcelle de jardin, il y a une cabane en bois dans laquelle elle entre, et elle voit quoi ? Les délires de Nash sur tous les murs, c'est-à-dire ces découpes de magazines reliées entre elles par des fils, par des traits de crayon, par des n'importe quoi, où on voit qu'elle comprend qu'il continue son délire de trouver le code pour trouver le message. Et elle comprend, elle n'aurait pas dû laisser l'enfant confié à son mari. Elle court à la maison, et effectivement, Nash a laissé l'enfant tout seul dans la baignoire qui est sur le point de se noyer. Donc elle le sort en vitesse et elle l'enveloppe dans un linge et elle se précipite sur le téléphone pour appeler le docteur Rosen. Et pendant ce temps-là, Nash lui dit « Mais il n'y avait pas de problème. Je l'ai confié à Charles. Charles est là. » Bon, ça lui confirme qu'effectivement, il voit encore son ami Charles. Et elle essaie d'appeler le docteur Rosen en urgence. À ce moment-là, Nash se sent coincé. Il repense au cure de Sakkel, à l'horreur que ça a été son séjour à l'hôpital psychiatrique. Du coup, il repense à tout ce qu'il a vu, c'est-à-dire le Charles, le Big Brother, la petite fille, les cures de Sakkel, tout se mélange dans sa tête, ça tourne. Et le Big Brother est là, avec un flingue, en lui disant « Tu vois bien, je t'avais dit de te méfier. Elle en sait trop. Tu aurais dû te méfier de tes sentiments, etc. Je suis désolé, mais il faut l'éliminer. » Et il sort son flingue pour tuer sa femme. Bon, comme c'est une hallucination, il ne se passe rien, mais c'est lui qui se précipite sur sa femme, a priori pour empêcher Big Brother de la tuer, mais en fait, du ce fait, il la bouscule. Et alors qu'elle a l'enfant dans les bras, elle tombe à terre. C'est le drame, quoi. Et à ce moment-là, elle se précipite vers la porte, vers la bagnole, pour s'enfuir chez sa mère avec le môme. Et lui, là, il a un tilt. Il comprend aux diverses images de la petite fille qu'il a revues dans son tournoiement d'images, de souvenirs, là. Et il va arrêter sa voiture, la voiture de sa femme qui s'en va, en se mettant littéralement devant le capot, et il lui explique « J'ai compris ». Quoi ? Il a compris que la petite fille ne grandissait pas. On voit très bien le conflit se dérouler dans la tête de Nash entre ces différentes instances, mais comme à l'intérieur de ma tête à moi, de la tête de tout le monde, hein, on a envie de ceci, puis on a envie du contraire, mais là, il y a une espèce de mise en accord de tous ces personnages imaginaires qui sont d'accord cette fois pour tuer sa femme, hein, c'est-à-dire se mettre d'accord contre sa pulsion, y compris le Charles qui était pour au départ. Hein. Cette fois, il se range du côté du Big Brother de la CIA. Et même la petite fille qui ne lui dit rien, mais qui avec ses grands yeux semble lui indiquer qu'effectivement, enfin, oncle John, faut te rendre à l'évidence, quoi. Cette femme, les désirs sexuels, tout ça, c'est interdit. Il faut pas. Hein. Il faut soldat, lui dit l'autre. Soldat, c'est un ordre. Et je reconnais bien là le côté impératif des voix dont m'ont parlé certaines des personnes que j'ai rencontrées à l'hôpital.
Là, le film n'exagère rien, hein. Parfois, les gens n'entendent que les voix, mais là, il y a la voix, il y a le son et l'image. Bon, pourquoi pas. C'est pas bien grave. Mais je ne sais pas si vous avez bien compris ce qu'il a compris. Lui, hein, il fait fonctionner cette fois son intelligence, celle qui lui a permis d'obtenir le prix Nobel d'économie, hein, et le prix Abel de mathématiques. À travers les différentes images de Marcie, la petite fille, il s'aperçoit que, avec les années, elle n'a pas grandi. Exactement comme chez moi-même, l'enfant qui est en moi n'a pas grandi. Ça me fait penser à ma mère qui disait, pour moi, il a toujours 5 ans. Elle disait ça en parlant de moi. Voilà. Mais c'est ce que Freud avait repéré en prononçant cette phrase merveilleuse. L'inconscient, c'est l'infantile en nous. L'infantile, c'est-à-dire notre mémoire de notre enfance, elle ne disparaît pas. L'enfant que nous étions est toujours là. Hein. Il ne grandit pas. Mais nous savons que nous avons grandi. Et lui, de repérer ça, eh bien, il va repérer l'ingrédient. C'est l'ingrédient qui lui permet de repérer que c'est imaginaire. Et il va s'en servir par la suite, tout seul. Alors il prendra encore des médicaments. Hein. Bon, est-ce que ce sont les médicaments qui font le travail ou pas? Moi, je crois que c'est lui-même, c'est son intelligence, c'est tout, qui lui fait, à partir de ce moment-là, essayer de trouver des critères pour distinguer l'imaginaire de la réalité. Et c'est ça qui va lui permettre, non pas de guérir complètement, mais de vivre à peu près avec ses hallucinations. Vous voyez, ça c'est l'aspect terrible de la psychiatrie. Hein. Le psychiatre, il sait que ça va entraîner une dégénérescence, ça va aller de mal en pis, etc. Il n'entend pas du tout que John est en train d'élaborer sa solution. Il lui coupe l'herbe sous les pieds. Non, non, votre intelligence, non, vos mathématiques, ça ne servira à rien. Et c'est pourtant ça qui va l'aider à s'en sortir. Dans le film. Hein, je ne sais pas du tout si dans la réalité ça a été comme ça. Tout ce que je sais, je ne peux que vous répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, ce que j'essayais de faire avec les gens qui avaient des difficultés comme ça, c'est justement qu'ils trouvent leur solution, qu'ils fassent fonctionner soit leur imaginaire, soit leur intelligence, n'importe quoi, mais qu'ils trouvent leur solution pour vivre avec ou vivre sans, enfin trouver leur solution à eux. Et ça, c'est l'inverse. C'est l'inverse de l'attitude du psychiatre, qui l'engueule, qui lui dit prenez vos médocs, etc., qui lui dit vous vous en sortirez pas tout seul, vous êtes un incapable, etc. Ce qui reprend souvent la voix des parents, qui est ce qui avait amené le problème. Hein. Mais là, la douceur de sa femme, qui l'assure de son amour, et bien voilà. Ça, il va pouvoir prendre appui là-dessus, à la fois sur l'affect, côté sa femme, et sur son intelligence, côté mathématique, et trouver le critère qui permettra de distinguer l'imaginaire de la réalité. Ça va avec l'affect, et c'est ce que je dis tout le temps dans ma théorie, que en fait le symbolique, c'est l'affect. Ce qui permet de redonner sens aux choses, ce qui permet de redonner sens à la vie, c'est l'affect, qui est la même chose que le symbolique. Voilà le résultat. Hein. Là, il est dans un entretien avec un de ses anciens condisciples de Princeton, qui est devenu directeur de département de mathématiques ou quelque chose comme ça, et il vient chercher un emploi, hein. Il vient demander à être réintégré comme professeur à Princeton. Et voilà que ses hallucinations débarquent, mais voyez ce qu'il a fait là cette fois. Il a compris, il chasse les hallucinations d'un coup de journal. Alors évidemment, ça paraît un comportement un peu fou. On pourrait se dire, il est totalement barré, il faut vraiment qu'il prenne ses médicaments, alors que c'est un processus de guérison. On va le voir aussi dans la séquence qui suit. On le voit s'agiter comme un damné dans la cour de Princeton,
entouré d'étudiants qui comprennent rien, qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ce fou? Alors que ce fou, il est en train de hurler vous n'êtes pas réel, vous n'êtes pas réel, pendant qu'il est en train de voir, on nous le fait voir, Big Brother qui est à côté de lui, en train de lui hurler dessus. Alors soldats, vous n'obéissez pas aux ordres, c'est ça votre position maintenant, vous fuyez, vous vous dérobez à votre mission. On voit bien que c'est le surmoi qui est là, qui lui hurle de continuer d'être ce qu'il est, c'est-à-dire un type qui refoule tout, quoi. Voilà, c'est encore plus fou comme comportement. Tout le monde ne peut que le prendre pour un cinglé, appeler les médecins, l'hospitalisation, etc., alors qu'il est en plein processus de guérison. Hein. Et son ancien condisciple, qui vient de le réengager, l'assure de son soutien. Voilà, il fait la même chose que sa femme. Ça aide énormément. Et là, si on veut des conseils thérapeutiques, eh bien, en voilà. Aider le sujet à trouver sa solution en faisant fonctionner son intelligence, son affect, etc. Et l'assurer de son affection aussi, de l'accueil qu'on fait au délire. Non pas l'engueuler en lui disant « non mais la réalité c'est autre chose » ou encore « prends tes médicaments » ou encore « il faut te comporter autrement mon vieux, il faut revenir à la réalité ». Le contraire, accueillir toutes les instances de sa personnalité. L'assurer éventuellement de son amour. Ça évidemment... c'est pas ce qui s'enseigne, ni certainement pas dans les écoles de médecine, de psychiatrie, ni même de psychanalyse. On veut bien admettre le transfert dans la mesure où c'est l'amour du patient pour le psychanalyste. Mais que le psychanalyste puisse éprouver un quelconque affect à l'égard de l'analysant, ça, on vous le déconseille fortement, on doit être neutre. Et encore plus neutre s'il s'agit de psychose. Je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, ce sont les conseils qui sont divulgués dans les écoles de psychanalyse. Bon, vous voyez, par l'exemple, là, que c'est vraiment le contraire qu'il faut faire. Alors là, chacun à sa manière. Chaque thérapeute, chaque analyste a trouvé lui aussi sa solution pour faire que son intelligence et ses affects soient des outils thérapeutiques, mais pas mettre les affects de côté et pas non plus l'intelligence qui sert à investiguer, à aider l'autre à comprendre ce qui lui arrive. Alors la stratégie de Nash, sa stratégie de guérison, ça va être de dire adieu à ses hallucinations. Il a repéré que la petite fille ne grandissait pas, donc c'était un critère. Tout au long de ces années, c'est toujours la même petite fille. Donc c'est une hallucination. Donc l'ex-camarade de chambre, le Big Brother, ce sont aussi des hallucinations. Et autant il s'est défendu du surmoi de Big Brother en lui disant « vous n'êtes pas réel », alors qu'il le voit encore. Il est obligé de se battre littéralement contre lui pour essayer de lui persuader qu'il n'est pas réel. Et la petite fille et le camarade de chambre, à un moment, il rencontre ce camarade de chambre dans un couloir qui lui dit arrête de nous ignorer, arrête de faire comme si on n'était pas là. Et Nash répond je suis désolé mon vieux, mais je suis obligé de faire comme ça. Je suis obligé de vous abandonner. Je ne vous verrai plus. Et à la petite fille, c'est encore plus difficile parce que la petite fille pleure. C'est son ami, c'est oncle Nash. Et il la caresse comme ça sur la tête dans un couloir en lui expliquant que non, c'est fini. Il va refuser de la voir à partir de maintenant. C'est un paradoxe assez terrible de le voir son hallucination tout en lui donnant congé. C'est lui qui fait ce travail-là. C'est pas le neuroleptique. Alors Freud parlait déjà du délire comme non pas processus pathologique, mais processus de guérison. Freud est peut-être le premier qui a compris ça. Ensuite, il faut peut-être en tirer les conséquences, surtout si on est dans la psychanalyse. Alors là, on pourrait se demander si le délire premier, voir ces personnages, était déjà un processus de guérison. Je pense que oui. C'était une tentative de
de mettre en scène, donc de maîtriser ses affects, ses pulsions, son surmoi, son enfance, hein, ses pulsions meurtrières, ses pulsions sexuelles. Bon, tout ça, comme dans un rêve chez moi, mais il le met en rêve dans la réalité, dans l'extérieur plutôt, dans l'extérieur à lui-même, tandis que moi j'en rêve à l'intérieur. Bon, c'est donc déjà un processus de guérison de faire monter ça sur scène. Maintenant, si le thérapeute peut aider en demandant des rêves, c'est ce que je fais, hein, pour que ce processus veuille bien éventuellement retourner à l'intérieur, pourquoi pas. Surtout sans forcer, parce que si on force, on se met du côté du surmoi, du côté du Big Brother, et c'est foutu, quoi. On n'a pas à juger non plus ses pulsions sexuelles, pas plus ses pulsions sexuelles que son surmoi. La neutralité, elle est là. Mais on cesse toute neutralité à partir du moment où on fait dans l'affect. Et il faut particulièrement accueillir ce qui se passe à ce moment-là, parce que le délire se continue en se coupant de ces personnages, c'est ce qu'il est en train de faire, en les abandonnant. Et il reproduit quelque part l'abandon du premier enfant qu'il a eu. Il y a un travail de deuil qui se fait. Alors ce travail de deuil, la psychiatrie le reconnaît, mais à sa façon. C'est-à-dire ce qui est dit dans les manuels de psychiatrie, c'est que quand, grâce aux neuroleptiques, les gens perdent leur délire, eh bien, ils tenaient à leur délire comme à des vrais personnages. Et ces personnages meurent grâce aux neuroleptiques, et ils se trouvent les gens se trouvent dans le deuil et dans la dépression. D'où ce que disent les manuels, à ce moment-là, il ne faut surtout pas arrêter les neuroleptiques, mais rajouter des antidépresseurs pour leur permettre de supporter le deuil. Et c'est comme ça. Et puis il faut ajouter aussi les correcteurs des neuroleptiques pour les effets secondaires. On accumule comme ça les médicaments les uns après les autres, alors que le processus de deuil, la dépression, il faut l'accueillir autant que le délire. Il ne s'agit pas de le supprimer. Hein. Et souvent les gens disent mais les gens souffrent, ils ont besoin de médicaments pour moins souffrir. Mais oui, mais quand on accueille cette souffrance, hein, comme sa femme qui accueille avec une main sur la joue en lui disant ça c'est réel, oui les affects, ça c'est la réalité je dirais plutôt. C'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, c'est ça ce que je veux dire, c'est du solide. Et si, en tant que thérapeute, on fait ça, ça remplace très avantageusement les médicaments. Évidemment, si on n'est pas capable de le faire, je comprends qu'on dise, allez voir le psychiatre pour qu'il vous donne des médocs. Mais il faut pouvoir s'engager si on veut vraiment être thérapeute. Si on veut juste faire ça de l'extérieur, comme ça, en restant neutre, pas engagé affectivement, non, effectivement, ça marche pas. Alors, vous voyez que Nash retrouve l'écriture sur les vitres. Il retrouve, en quelque sorte, une sécurité par rapport à l'extérieur. L'extérieur, les entités de lui-même qu'il avait mis à l'extérieur, ce sont ses équations, son intelligence. Là, il est âgé. Il a retrouvé en quelque sorte une façon d'être lui-même au travers de son travail, au travers de l'amour de sa femme, qu'il avait quitté à un moment et qui est revenu avec lui. Malheureusement, il y a le signe infini, sa habileté du réalisateur sur lequel commence la séquence, l'infini de sa difficulté avec le monde, dirais-je, sa difficulté entre intérieur et extérieur, mais avec laquelle il a appris à tout à fait fonctionner. Vous allez voir comment. Donc John Nash est âgé, il vient de terminer un cours à Princeton, et il sort de la salle de cours, et quelqu'un l'aborde en lui demandant « Vous êtes John Nash ?» Il répond « Oui, mais une seconde. » Il attrape une étudiante, là, et il demande à l'étudiante « Vous voyez ce monsieur ?» L'étudiante lui répond « Oui, oui. » « Et il est bien dans votre angle de vision ?» Elle répond « Mais oui, tout à fait. »« Ah, donc il est réel. »
Ben oui, bien sûr, il est réel. Ah, voilà. Alors John Nash s'adresse au monsieur, il lui dit, voilà, maintenant que je sais que vous êtes réel, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez la stratégie qu'il a mis en place. Hein. Premièrement, abandonner ces hallucinations qui ne seront pas parties pour autant. Hein. On le voit dans quelques séquences de la fin où il gravit les marches pour aller à l'université et un peu plus loin, les trois personnages sont là, qu'il regarde un petit peu en chien de faïence, genre tu nous boudes, mais bon, et il les ignore. Ils sont là, mais il les ignore. Et dans cette séquence, il a ignoré les hallucinations qui, cette fois, dans ce moment-là, ne sont pas là, mais il prend bien soin de vérifier que tout nouveau personnage qui entre dans son univers, c'est bien un personnage de la réalité. Vous voyez, il fait fonctionner son intelligence pour faire avec sa difficulté, avec son délire. Et il se trouve que cette personne qui vient lui demander s'il est bien John Nash, ben cette personne se présente, c'est un émissaire du comité Nobel qui vient lui annoncer qu'il va avoir le Nobel d'économie. Voilà. Et donc là-dessus, le film va se terminer là-dessus, sur la cérémonie du Nobel, avec sa femme qui est dans les rangs pour le voir recevoir son prix. Soutien qui lui a été nécessaire, et qui l'a donc beaucoup aidé, en plus des autres soutiens qu'il a reçus ici et là à l'université, et peut-être bien ce prix Nobel. Quand on a une reconnaissance comme ça, ça peut aider aussi, sachant que ça doit passer au départ par la reconnaissance aussi du délire d'abord, du processus de guérison ensuite, par le deuil.